Bonjour à vous, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie sur le livre de Diana Wallstadt, Ecology of the Planted Aquarium. Cette fois-ci, nous allons parler des plantes pour purifier l'eau. Alors effectivement, les plantes jouent un rôle très important à ce niveau-là, notamment pour commencer au sujet des métaux lourds. Par le terme métaux lourds, je parle bien sûr des métaux tels que le mercure, le cuivre, le cadmium, le zinc, le fer et beaucoup d'autres qui sont susceptibles d'interférer avec les organismes vivants et éventuellement de les endommager gravement. A savoir que beaucoup d'entre eux sont absolument utiles en toute petite quantité, c'est ce que l'on appelle les oligo-éléments, mais dès que ça devient excessif, cela peut occasionner beaucoup de dégâts. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, les eaux de conduite sont relativement sûres en ce qui concerne les métaux lourds, car les traitements de purification de l'eau, en règle générale, les suppriment relativement bien. Il se trouve que les normes, par exemple, au sujet du cuivre, sont très permissives en ce qui concerne les humains, puisque les humains supportent facilement des taux de cuivre assez élevés, et ces taux de cuivre sont trop élevés pour des poissons, par exemple. Mais il se trouve que les techniques qui permettent de retirer les métaux lourds de l'eau retirent aussi le cuivre de la même façon, tout aussi efficacement, si bien que dans votre eau de conduite, il y a très peu de chances pour que vous vous retrouviez avec un excès de cuivre, de zinc ou autre. Toutefois, il peut y avoir sur le trajet de l'eau, entre le traitement et vous, des anciennes canalisations en plomb, en cuivre ou autres, qui sont susceptibles de rapporter une pollution en métaux lourds. Donc ça sera éventuellement à vérifier. En ce qui concerne les eaux naturelles, les eaux de pluie, les eaux de source ou tirées donc de puits, ces eaux-là, par contre, peuvent présenter des taux de pollution absolument énormes. Cela dépend de l'activité humaine dans la région. Par exemple, s'il y a beaucoup d'agriculture, vous allez retrouver divers métaux lourds du fait des produits employés. Les eaux de pluie ne sont pas tellement à l'abri, puisqu'elles récupèrent de la pollution atmosphérique. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'eau de conduite est souvent plus sûre que les eaux naturelles. Alors quels sont les mécanismes de toxicité des métaux lourds ? Eh bien ils peuvent intervenir dans la formation des molécules organiques et perturber donc leur bonne conformation et leur bon fonctionnement. Par exemple, l'excès de fer peut être mauvais pour les plantes. C'est contrairement à ce qu'on pourrait penser, les gens ont tendance à rajouter du fer dès que les plantes ne vont pas bien. Attention, l'excès de fer peut faire du mal aux plantes. Ils peuvent entre autres provoquer l'apparition de ce que l'on appelle des radicaux libres qui vont perturber en fait la réplication de l'ADN des plantes et donc les détruire. Les métaux lourds peuvent se substituer à d'autres atomes au sein d'une molécule et la rendre donc tout à fait inefficace, inactive. Et quand cette substitution intervient au détriment du calcium, qui est aussi un ion positif, comme beaucoup d'ions métalliques, eh bien ça peut avoir des conséquences extrêmement graves comme l'impossibilité de véhiculer des messages chimiques par exemple, ou inactiver des fonctions reproductrices, etc. Donc là, les conséquences peuvent être extrêmement graves. En ce qui concerne les poissons, les métaux lourds en excès dans l'eau peuvent les affecter de diverses manières. Ils peuvent affecter donc la reproduction, le frai, c'est-à-dire la ponte, l'émission des œufs, qui peuvent être trop fragiles ou tout simplement non viables, le nourrissage, les poissons deviennent incapables de se nourrir, n'ont plus envie de se nourrir, la nage aussi, les poissons nagent de travers, n'arrivent plus à s'orienter correctement. Et il faut savoir qu'en plus, l'effet des métaux lourds est d'autant plus fort que les poissons sont jeunes. En effet, les métaux lourds peuvent perturber gravement l'émission des neurotransmetteurs et des hormones, ce qui implique tous ces problèmes de comportement ou de développement organique. De la même façon pour les plantes, les métaux lourds peuvent les affecter gravement, même si elles sont en règle générale moins sensibles que les poissons. Et souvent, ces signes sont mal interprétés. Par exemple, l'excès de manganèse, de cuivre et de zinc peuvent induire une incapacité de la plante à assimiler le fer. Du coup, la plante montre des signes de chlorose. Donc on se dit, elle manque de fer, mais pas du tout, il y a suffisamment de fer, c'est juste l'excès d'autres éléments qui l'empêchent d'assimiler le fer. De la même façon, le fer, par exemple, en excès dans l'eau, peut faire brunir la plante et la faire mourir petit à petit. Donc faire très attention avec les engrais, dans la grande majorité des cas, si votre bac est bien fait, vous n'avez pas besoin d'engrais, nous allons le vérifier plus tard dans un autre épisode. Alors fort heureusement, il existe des facteurs qui vont limiter la toxicité des métaux lourds. Nous avons pour commencer la dureté qui va apporter tout un ensemble de minéraux et notamment le calcium,
qui est un ion positif qui peut tout à fait prendre la place du cuivre. Lorsqu'une molécule donc est en formation et est susceptible de recevoir un ion cuivre, eh ben, l'ion calcium peut prendre sa place plus facilement dès que l'eau est minéralisée, et du coup il n'y a pas de toxicité de la part du cuivre. Dans les eaux douces, il y a très peu de calcium, donc les ions cuivre n'ont plus de concurrence et vont pouvoir prendre une place qui ne leur est pas due dans des molécules chimiques diverses et avoir donc une toxicité élevée. Autre paramètre, le pH. Alors il se trouve que le pH peut limiter la dureté. Par exemple, c'est le cas de l'aluminium, qui est pratiquement pas toxique à un pH de 7. En revanche, une présence forte d'aluminium à un pH inférieur à 6 ou supérieur à 8 peut entraîner de la toxicité. Donc là encore, veillez bien à ces deux détails. Sachez que de manière générale, dans les eaux douces et acides, les métaux lourds sont susceptibles d'être beaucoup plus toxiques que dans une eau plutôt dure à pH neutre. Autre facteur limitant et autrement plus efficace, les composés organiques dissous ou COD. En fait, les composés organiques dissous jouent le rôle de chélateurs, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de se lier à des ions métalliques et empêcher ainsi leur assimilation par des organismes vivants. Il se trouve qu'ils sont efficaces même en eau dure puisqu'ils ont une préférence pour les ions métalliques et ne vont pas se lier donc préférentiellement à des ions calcium par exemple, ce qui serait plutôt ennuyeux en fait. Autre chélateur possible, le DTA, donc, est un chélateur artificiel que l'on trouve par exemple dans les conditionneurs d'eau. C'est une grosse molécule qui va avoir la capacité de se lier fortement à des ions métalliques et dans un ordre de priorité bien établi. Par exemple, c'est le fer qui sera lié prioritairement devant les autres ions métalliques. Et grâce à ce phénomène, le DTA protège aussi les organismes. Alors, se pose aussi la question de la toxicité de le DTA. J'ai posé la question à l'auteur et elle m'a expliqué que, aux concentrations vraiment minimes auxquelles est employé le DTA dans nos aquariums, il n'y a pas de risque écologique pour un aquarium. Les questions de toxicité de le DTA se posent plutôt dans le cadre industriel, vous voyez, dans le cas de pollution massive. Mais pour nos aquariums, le DTA ne pose pas de problème particulier. Elle, d'ailleurs, en emploie à titre personnel pour ses propres aquariums. Bon, ceci dit, moi je suis plutôt partisan d'une méthode tout à fait naturelle, autant que possible. Donc il y a tout à fait moyen d'éviter d'utiliser le DTA grâce aux composés organiques dissous. Donc autant que faire se peut, on va éviter d'utiliser le DTA. Autre facteur limitant, les espèces vivantes. Effectivement, selon qu'on a affaire à une plante, un poisson, un crustacé ou autre chose, les métaux n'auront pas les mêmes effets. Il faut noter tout particulièrement que les poissons qui ont évolué en eau dure sont plus sensibles aux métaux lourds que les poissons qui ont évolué en eau douce, ce qui est assez logique. Les métaux lourds étant plus toxiques en eau douce, les poissons qui y vivent ont développé des défenses, des capacités donc à contrer ce type de toxicité, ce qui n'est pas le cas des poissons d'eau dure. Donc il faut faire très attention lorsque vous avez un poisson qui vit normalement dans une eau à GH relativement élevée. Si vous le faites vivre dans une eau à GH faible, il risque d'être plus sensible aux métaux lourds qu'un poisson normalement adapté à l'eau douce. Autre facteur limitant un petit peu inattendu, la croissance des plantes. Alors effectivement, la question de la toxicité d'un composé chimique ou d'un élément chimique dans le cas des métaux lourds est surtout liée à sa concentration. Il se trouve que si vous avez affaire à une plante qui pousse vite, son augmentation de volume est telle qu'elle peut réduire en fait la concentration de métaux lourds dans ses tissus et ainsi limiter la toxicité simplement en grandissant vite. Il existe aussi au niveau du sol des particules qui peuvent fixer les métaux lourds, comme des particules organiques ou l'argile. Se pose aussi la question de l'absorption des métaux lourds par les plantes. Il se trouve que les plantes n'absorbent pas les métaux lourds de manière active. Les éléments métalliques sont des ions extrêmement petits qui passent librement dans les tissus, et donc l'absorption des métaux lourds est tout à fait passive. C'est pour cette raison que s'il y a un excès en métaux lourds, les plantes ne peuvent pas s'en protéger directement. Ils ne peuvent pas refuser l'entrée des métaux dans leurs tissus. Par contre, certaines plantes peuvent développer des chélateurs naturels au sein même de leur tissu qui leur permettent de capturer
les ions métalliques et de les garder dans leur tissu sans que ceci leur fasse de mal. Et donc certaines plantes vont avoir la capacité de fixer certains métaux en très grande quantité sans aucun problème. Autre type de toxicité, les composés azotés, et pour commencer l'ammoniac. Alors l'ammoniac en fait se trouve dans l'eau en couple, ammoniac-ammonium. Il faut savoir que tous les composés azotés sont toxiques, sans exception. L'ammonium aussi est toxique, simplement sa toxicité est extrêmement faible. Il faut mettre les poissons en présence de quantités énormes d'ammonium pour qu'une toxicité se révèle. Par contre, l'ammoniac est extrêmement toxique, même à très faible dose. C'est aussi toxique que le nitrite, peut-être même pire. Alors l'ammoniac est présent dans l'eau sous cette forme, c'est-à-dire que nous allons trouver du NH3, donc qui est l'ammoniac plus de l'eau, et qui va être en relation d'équilibre avec l'ammonium, c'est-à-dire du NH4+, plus OH-. Donc c'est une relation d'équilibre, vous remarquerez la double flèche qui indique que la réaction fonctionne dans les deux sens. Donc dans l'eau, vous allez trouver toujours une certaine proportion d'ammoniac et d'ammonium. Alors ça, c'est vrai surtout à pH de 7 et supérieur à 7. Si vous êtes en dessous de 7, vous ne trouverez que de l'ammonium. Ça, c'est l'avantage des eaux plutôt acides. Par contre, si vous avez une eau plutôt basique, vous trouverez une petite proportion d'ammoniac qui va apparaître. Alors la sensibilité des poissons à l'ammoniac est très très variable, puisque certaines espèces vont être tuées dès 0,2 mg par litre d'ammoniac, quand d'autres vont résister à des concentrations jusqu'à 3,8 mg par litre d'ammoniac. Donc on a affaire à un petit peu de tout, mais de manière générale, il faut éviter autant que possible de dépasser 0,01 mg par litre d'ammoniac. Alors 0,01, ça semble très faible comme ça, vous dites on ne peut pas mesurer ça. En fait, vos tests mesurent toujours le couple ammoniac-ammonium. Ok ? Donc, une fois que vous avez mesuré la concentration en ammoniac-ammonium, vous pouvez vous référer à ce genre de tableau qui vous dit en fait quelle est la proportion d'ammoniac et d'ammonium en fonction du pH et de la température de l'eau. Et ainsi, si vous savez par exemple que vous avez à telle température, tel pH, tant de pourcentage d'ammoniac, vous pouvez facilement calculer quel est le taux effectif d'ammoniac que vous avez dans votre eau. De la même façon, pour les plantes, la sensibilité à l'ammoniac sera très très variable. Certaines plantes seront tuées par l'ammoniac, d'autres au contraire seront stimulées par la présence d'ammoniac, vont pouvoir en absorber de grandes quantités et grandir d'autant plus vite. Pour ce qui est de l'assainissement de l'eau face à la question de l'ammoniac, il faut savoir que les plantes absorbent l'ammonium préférentiellement au nitrate, contrairement à ce que beaucoup d'aquariophiles pensent. En privilégiant donc cette absorption de l'ammonium, on réduit forcément la proportion d'ammoniac présente dans l'eau. L'ammonium sera très rapidement absorbé par les plantes, alors que le nitrate est beaucoup plus coûteux en énergie pour ce qui est de l'absorption, et sa transformation aussi sera plus coûteuse, alors que l'ammonium pourra être utilisé directement. Donc les plantes sont beaucoup plus efficaces en ce qui concerne l'ammonium. Nous allons voir maintenant la question de la toxicité du nitrite. Alors le nitrite de formule NO2- que vous connaissez certainement a la propriété de se fixer à l'hémoglobine du sang et de la rendre incapable de fixer l'oxygène. Donc les animaux qui sont exposés au nitrite étouffent littéralement, ne peuvent plus fixer l'oxygène, ne peuvent plus respirer correctement. Là encore, la sensibilité au nitrite peut être extrêmement variable puisque certains poissons vont mourir dès 0,1 mg par litre de nitrite, quand d'autres au contraire seront capables de résister à des concentrations de 10 mg par litre, ce qui est proprement incroyable. La toxicité du nitrite n'induit pas forcément d'effets spectaculaires, les poissons ne meurent pas forcément de l'exposition au nitrite. Par contre, ils sont toujours fragilisés, plus sensibles aux maladies et peuvent même carrément en avoir des séquelles physiques et pour très longtemps. Certains poissons ne se remettront jamais de certaines expositions au nitrite. Donc il faut veiller autant que possible à ne jamais les exposer. Il faut savoir que la toxicité du nitrite augmente avec la baisse du pH. En revanche, il peut être compensé par l'adjonction de sel quand c'est possible. Effectivement, le sel NaCl contient un ion chlore, Cl-, qui entre en concurrence avec l'ion NO2-, donc du nitrite. C'est-à-dire qu'au niveau des branchies, lorsque vous allez avoir des ions chlore et des ions nitrite qui vont se présenter, eh bien,
toutes les places à prendre ne seront pas prises par le nitrite et cela diminuera donc sa toxicité. De manière générale, il faut absolument limiter la concentration en nitrite au plus bas, c'est-à-dire dans l'idéal à 0,01 mg par litre maximum. Ça, c'est dans un aquarium qui fonctionne correctement. Si vos tests vous indiquent 0, c'est très bon signe. Si vous connaissez dans votre bac un épisode de pic de nitrite, et que vous ne pouvez évidemment pas faire revenir ce taux à 0 comme ça d'une minute sur l'autre, vous devez faire votre possible pour baisser ce taux à 0,1 mg par litre maximum, qui est en fait le minimum létal, on va dire. À savoir que c'est quand même dangereux pour les poissons, mais ça limite fortement sa toxicité tout de même. L'idéal reste d'avoir des tests qui vous renvoient 0 ou les chiffres vraiment les plus petits possibles. Là encore, pour notre plus grand bonheur, les plantes viennent au secours des poissons puisque celles-ci sont capables d'absorber le nitrite. Cependant, aucune étude n'a permis de montrer qu'elles préféraient absorber le nitrite au nitrate. Alors ça a été mis en évidence avec certaines plantes, mais pas toutes, donc on ne peut pas vraiment généraliser. Mais en tout cas, c'est sûr, elles sont capables d'absorber le nitrite, et donc de limiter sa toxicité. En conclusion de tout cela, contre les métaux lourds, le DTA assure une véritable protection, c'est un bon chélateur. Le problème c'est que c'est une protection donc à court terme, c'est-à-dire que le DTA, une fois qu'il aura fixé ces ions métalliques, va ensuite les relâcher lentement, notamment quand il sera exposé à la lumière. Au contraire, les composés organiques dissous sont beaucoup plus efficaces sur le long terme que le DTA, et ces composés proviennent notamment de la décomposition des plantes. En outre, les plantes peuvent absorber des métaux lourds et les stocker dans leurs tissus, ce qui signifie que dans un aquarium, les plantes sont autant utiles vivantes que mortes. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop nettoyer un aquarium. Si vous avez de temps en temps des feuilles mortes dans un aquarium, si c'est pas gênant sur le plan esthétique, laissez-les pourrir dans l'aquarium. C'est ce qui va fournir donc tout cet ensemble de produits organiques qui vont protéger vos poissons des métaux lourds. D'autre part, on a vu que les plantes pouvaient absorber l'ammonium principalement, plus ou moins l'ammoniac selon les plantes, et aussi le nitrite. Donc ce sont des agents importants pour la protection des poissons contre les composés azotés. Avec un effet secondaire intéressant, c'est que si les plantes absorbent massivement l'ammonium, cela va réduire considérablement le risque d'apparition de nitrite. Donc la protection se fait même de manière plus efficace encore qu'une filtration, parce que si une filtration passe par les étapes donc ammonium, nitrite, nitrate pour protéger les poissons, les plantes absorbent directement l'ammonium sans passer par ces étapes nitrite et nitrate qui sont toxiques pour les poissons. À travers ce deuxième chapitre, Diana Wallstadt nous apprend ainsi qu'il n'est pas nécessaire de se livrer à de nombreux changements d'eau, du nettoyage, de la mise au point de filtration plus ou moins compliquée. Les plantes se chargent très bien de tout ça, elles protègent très bien nos poissons contre les diverses sources de toxicité apportées par l'eau. Donc il faut apprendre à faire confiance aux plantes, il faut apprendre à les mettre en place correctement, les faire vivre correctement, et vous verrez qu'elles vous rendront de grands services. Voilà, c'est terminé pour cette partie, j'espère que ça vous aura apporté beaucoup de choses. Et nous allons bientôt nous revoir pour une troisième partie à propos de l'allélopathie. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, occupez-vous bien de vos poissons, et à bientôt.